cet atelier et cette conférence, vous allez avoir des clés sur la confiance en soi. On commence par ça, vraiment des clés sur la confiance en soi. Comment... J'ai pas envie de dire booster la confiance en soi parce que, enfin, si ça peut marcher comme terme, mais il faut bien comprendre qu'elle est déjà là. C'est juste quelque chose qu'on fait grandir. Et chacun a une confiance en lui qui est très différente les uns des autres. Et la confiance en soi, vous n'allez pas l'utiliser pour les mêmes objectifs chacun. Alors on va pimenter un peu ça. On va faire un petit brise-glace. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez tous vous lever maintenant. Allez-y. Vous avez vu là où vous êtes. Et vous allez avoir, attention, 1 minute. 1 minute, c'est très très court, hein. Ça prend très 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 peu de temps. Vous allez avoir 1 minute pour trouver 3 points communs dans une catégorie que je vais donner. Ça va peut-être être cinéma, ça va peut-être être musique, ça va être une autre catégorie. Avec votre partenaire d'à côté. Vous dites votre prénom et vous devez trouver 3 points communs dans la catégorie sport. C'est parti. Ça, 1 minute. On démarre sur la confiance en soi? C'est bon pour vous? Alors, avant de commencer, j'ai envie de vous poser une petite question. Qui a déjà osé quelque chose dans sa vie? Il y en a qui n'ont jamais rien osé dans leur vie? Ok. Ceux qui n'ont jamais rien osé dans leur vie, levez la main. Ah, c'est bizarre, personne ne lève la main. Alors maintenant, ceux qui régulièrement osent, régulièrement, ont l'impression d'oser régulièrement dans leur vie, ok? Là, d'un seul coup, on n'a plus que 1/5 de l'amphi. Et maintenant, des personnes qui se considèrent de nature audacieuse, qui savent que dans leur caractère, ils sont audacieux. Levez la main. Encore moins. Ok. Qui, dans son quotidien, a l'impression parfois de manquer de confiance en lui pour, par exemple, réussir un entretien, passer à l'oral, etc. Levez la main, ceux qui sentent un léger manque de confiance en soi ou un vrai manque de confiance en soi. La moitié de l'amphi. Donc, simplement, c'est intéressant d'observer hein, ce petit moment-là. On se rend compte que il y a quelque chose autour de la confiance en soi. Tout le monde n'a pas confiance en lui. À votre avis, le curseur de l'importance de la confiance en soi dans sa vie, il est très important, important ou peu important? Alors pourquoi très important? Il fixe les limites au final de ce qu'on va vivre. Parce que du coup, si on a une confiance limitée, on va vivre une vie limitée. Et puis si on a une confiance en soi plutôt large, on va avoir une vie fascinante. Il fixe les limites de ce qu'on peut vivre. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Limite, on pourrait la mettre en définition. La confiance en soi fixe les limites de ce qu'on peut vivre. Et c'est qui fixe la limite? Est-ce que c'est si facile que ça? C'est-à-dire de mettre au plus haut possible votre limite de confiance en vous? Pour vivre un maximum d'expériences, toutes celles que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire, par exemple, aller parler à ce super gars que vous avez envie de parler depuis le début de l'année dans l'amphi et que vous n'osez pas. Ou de réussir cet entretien avec cette boîte que vous avez très envie de travailler chez eux. Et vous dites, je vais jamais y arriver. J'ai pas assez de compétences, machin. Pas vrai? On se met ses propres limites. Bon, je commence un peu la présentation, s'il vous plaît. Alors, un petit peu juste de sémantique. Alors, la confiance en soi, c'est l'idée qu'on peut se fier à soi. Parce qu'au niveau en latin, c'est confidere, cum avec, et fidere, se fier. Je vais dire avec un accent italien. Se fier, la confiance. En soi, c'est se fier à soi. En même temps, et il y a quelque part, au niveau sémantique, on retrouve confiance, on retrouve la foi, la fidélité, la confidence, le crédit, la croyance, tout ça c'est associé. Pour vous, c'est quoi la définition de la foi? En dehors de la définition, je dirais, religieuse du terme. Pour vous, c'est quoi la foi? J'ai pas entendu. C'est croire, ouais. Une confiance aveugle.
il y a quelque chose de fort dans la foi. Hein. La foi, si justement je me porte un peu sur la définition, je vais dire, religieuse du terme, c'est peu importe quoi qu'il arrive, je me lance, c'est comme si je me lance du vide et j'ai foi que je suis protégé. C'est-à-dire, on est dans quelque chose d'aveugle, on est dans quelque chose de très, très intense. Il y a quelque chose de fort dans la confiance en soi. On va juste voir 3 points théoriques. Le premier, c'est que la confiance, elle va être influencée par le temps. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de la confiance en soi et influencée par le temps? À votre avis, est-ce que votre confiance en vous va être la même quand vous aurez 50 balais? Pourquoi? C'est des expériences qui font qu'on peut prendre confiance, donc forcément on va pas avoir confiance quand on sera plus vieux, puisqu'on a eu tant d'expériences. Ce sont les expériences qui vont construire en fait la confiance en soi. On peut s'arrêter là sur cette définition. Tu as tout dit. 2, l'expertise. Justement, je vais pratiquer quelque chose, je vais connaître quelque chose. Imaginez que, je vais vous donner une petite histoire personnelle. Il y a 6 ans de ça, je vous ai dit, j'ai commencé des conférences. Vous savez quel âge j'avais? Il y en a qui veulent deviner. J'avais 20 ans, j'ai 26 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'avais 20 ans, je rentrais de mon premier voyage en Inde, et j'avais fait un mois là-bas de stage, j'avais appris sur la sagesse indienne. Et figurez-vous que tout a commencé pour moi rue Marseille, dans cette même rue à Lyon, c'est votre fac, rue Marseille. Vous connaissez le restaurant Bollywood Tango dans la rue? Il y en a qui sont allés manger là-bas? Ouais. J'ai commencé là-bas. J'avais des amis qui donnaient une soirée mensuelle, et ils arrêtaient, donc il y avait un créneau de libre. Je suis allé voir le restaurateur, Arthur. Il pourrait les saluer maintenant. Et avec juste moi et mon courage et ma jeunesse, j'ai toujours un peu mon audace, on va dire, je vais le voir, et puis, donc j'avais rendez-vous avec lui, on se cale pour discuter, et je lui explique en fait, mon problème, voilà, je rentre d'Inde, et j'ai envie de commencer à donner des conférences sur la sagesse indienne, sur la sagesse du yoga, sur le bien-être, etc. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il m'a dit oui. Et j'ai commencé. Et j'ai donné une conférence tous les mois, une soirée, ce que j'appelle les soirées sagesse, tous les mois pendant 4 ans. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Ma première conférence, honnêtement, c'était pas si ouf que ça. J'avais pas un contenu de dingue, j'avais pas une expertise de dingue, mais tout ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure des conférences, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Qu'est-ce qui a pu se passer pour moi? De l'expérience, de la confiance, oui. En fait, la répétition m'a fait absorber quelque chose. Donc ma confiance a grandi par ce que moi j'appelle l'expertise. L'expertise, c'est pratiquer, répéter, apprendre. Si vous êtes plus expert, vous allez avoir plus confiance. Okay? Si j'avais pas suffisamment bossé cette conférence de ce matin, ma confiance en moi, ça aurait été beaucoup plus difficile. Je ne me serais pas senti à l'aise, vous m'avez vu. Alors, enfin, la confiance en soi est très influencée par le contexte. Il y a des contextes qui vous font plus flipper que d'autres. Pas vrai? Il y a des contextes, ça vous demande un degré de oser, de confiance en vous qui est bien plus supérieur à d'autres contextes. Par exemple, imaginons si vous êtes face à un jury de 2 personnes, ça va être moins impressionnant qu'un jury de 10 personnes. Okay? En fait, les enjeux, les contextes vont énormément influencer votre confiance en vous, et plus le temps passe, et plus vous avez d'expertise, moins le contexte va vous affecter. On continue. C'est important de voir la confiance en soi, pas comme une gare d'arrivée, mais comme un chemin. C'est toute votre vie que vous allez construire ça. C'est au fur et à mesure de vos expériences, de chaque moment, ces petits moments où vous allez oser, vous allez faire un petit pas, parfois même un gros pas. Vous allez un peu vous mettre sur la ligne, en fait. Hein. Vous allez vous mettre dans une situation de risque, qu'on appelle sortir de sa zone de confort. On entend énormément parler maintenant. C'est dans ces moments-là, en fait, que vous allez vous construire et que votre confiance en soi va évoluer tout au long de votre vie. Donc c'est bien de voir la confiance en soi comme un chemin et non comme une gare d'arrivée.
Pourquoi on parle de développer la confiance en soi? J'ai envie de parler un peu du pourquoi, quels sont les résultats, qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie. Le premier, c'est de développer la confiance en soi parce que ça va vous permettre de réaliser vos rêves. Ça va vous permettre de réaliser ce qui est vraiment important, ce qui est fondamental pour vous. Si vous n'avez pas la confiance en vous, vous n'allez pas suffisamment oser, vous n'allez pas suffisamment vivre votre plein potentiel. Ça va vous simplifier les tâches. Quand il y a de la confiance, croyez-moi, il y a plus de simplicité. Vous êtes à l'aise. C'est plus simple. Là, pour moi, d'être face à vous, j'ai déjà donné cette même conférence il y a une semaine ici, face à l'autre amphi. Je me sens encore plus à l'aise aujourd'hui que je l'étais la dernière fois. Ça me simplifie la tâche. Plus j'ai confiance, plus c'est simple. Manifestez votre propre énergie. Vous avez quelque chose à donner dans ce monde, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, développer la confiance en vous, ça va vous permettre de manifester ça. Percez si vous avez de l'ambition. Savoir prendre des challenges. Inspirez les autres parce que quand vous prenez des challenges, vous osez, vous êtes audacieux, et là, ça va inspirer les autres personnes aussi autour de vous à faire de même. Quand vous racontez des histoires à vos potes, ça les inspire. Ça va dire, si lui il est arrivé, alors est-ce que moi je peux pas y arriver aussi? Et enfin, je vous donne un petit exemple du chirurgien. Ça, c'est rigolo de vous en rappeler. Imaginez, vous devez vous repérer une opération plutôt bénigne. Ok? Vous allez rencontrer le chirurgien, c'est la main, bonjour monsieur. Et là, le chirurgien lui dit, bon écoutez, pour l'opération d'aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce que vous préférez au niveau de l'opération? J'ai deux options en fait. Je peux vous opérer de telle manière ou de telle manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez à ce moment-là parce que je suis chirurgien? Vous vous rappelez l'atelier interactif? Méfiant, et juste méfiant, parce que moi, honnêtement, je suis plutôt flippé. Je suis comme ça. Non? Complètement flippé. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il vient de faire le chirurgien? Il vient de manquer de confiance en lui. Et il vient de passer du stade d'expert. Il vient de tout perdre, en fait, d'un seul coup, dans cette question. Le degré de confiance que vous avez dans votre chirurgien, à ce moment-là, il est réduit à néant. Tout ce que vous avez envie de dire, c'est aller voir le médecin du coin et lui dire « Je peux pas avoir un autre chirurgien ?» C'est important de se rappeler de ça parce que dans les contextes dans lesquels vous allez être, pour que les autres aussi vous fassent confiance, c'est important de vous placer dans une posture d'expert et que vous ayez cette assurance. Parce que c'est aussi lié à la confiance. Confiance, assurance. Vous donnez l'assurance que le travail que vous allez faire en fait va être efficace. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, vous allez envoyer de mauvais messages. Comme ce que je viens de vous expliquer au niveau du chirurgien. Alors, qu'est-ce que vous observez à l'image? À part l'évident qui est que c'est un diamant. Des facettes. Yes, allez-y. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous observez? Il y a juste des facettes à l'écran? Quoi d'autre? Il est poli. Oui. Quoi d'autre? Il est brut? Ça, je sais pas. S'il est poli, il va où? Un cercle. Tu dis? Un cercle. Le cercle. Ah oui, il est circulaire. Oui. Quoi d'autre? Toutes les caractéristiques que vous pouvez voir, allez, vous balancez. Et il est brillant, non? Est-ce que vous voyez plein de couleurs aussi dans le... Ouais. Moi, je voyais personne en arrière. Toi, tu vois des personnes. Ah oui, d'accord. Parce que tu as pris quelque chose avant de... Quoi d'autre? Le week-end était difficile. Vous connaissez la caractéristique d'un diamant? La caractéristique numéro... Attends, juste, vas-y. Oui, il est incassable. Et on peut pas le rayer. Pas rayer un diamant. Si vous savez. Ça, c'est important de le signifier. Le dernier point, peu de personnes le savent. Vous savez ce qui constitue un diamant? Carbone. Donc le carbone, c'est une substance noire qui n'est pas du tout brillante, qui n'a aucune valeur. Le carbone, ça n'a quasiment aucune valeur. Je fais du charbon. Ça n'a pas vraiment de valeur. Je fais du charbon, du diamant. Vous imaginez la différence de la valeur?
Vous savez ce qui a fait la différence entre le bout de charbon et le diamant? Ce qui fait que le bout de charbon est devenu un bout de diamant? La maille cristalline. Oui. Il y a quelque chose qui manque? Le temps. Le temps? Combien de temps? Le temps. Longtemps. En fait, ce qui fait la différence, ce sont des millions d'années de pression infernale sur un bout de carbone qui a fait la transformation du carbone noir au diamant transparent et brillant qui a une valeur inestimable. Des millions d'années de pression. Alors, en fait, pourquoi on parle de diamant? C'est tout simplement parce que c'est une image, c'est une métaphore de vous-même. Vous êtes un diamant. Chacun, en fait, a des milliers de facettes. C'est beau, c'est magnifique. Chacun d'entre vous a des milliers de facettes. C'est-à-dire que vous avez des talents divers. Vous êtes, au niveau le plus profond en tout cas, les challenges de la vie vous passent dessus et vous les surmontez. Vous êtes incassable. Vous êtes brillant. Je vous le dis, si vous ne savez pas, vous êtes brillant. Et enfin, c'est la pression qui vous fait gagner en valeur. Ce sont les challenges de la vie qui font que vous gagnez en puissance. C'était ça la petite important. Vous aimez les histoires? Ouais? Pardon, des petites histoires? Tout le monde aime les histoires. Histoire. Je ne dis pas Père Castor, s'il vous plaît. Alors, comme je vous ai dit, je suis passionné d'Inde. Je suis allé 3 fois en Inde, j'ai fait 3 voyages là-bas. J'ai même guidé des groupes, j'ai eu 2 groupes là-bas. Et là-bas, on aime beaucoup les histoires de sagesse, etc. On parle toujours des vieux sages, et de leurs disciples, de leurs élèves. Alors, je vous raconte une petite histoire. Il faut savoir que dans la tradition, les maîtres spirituels, les enseignants, les philosophes, c'était toutes des traditions de maître à disciple. Okay, pour des millénaires et des millénaires. Donc ça remonte à c'est des lignées comme ça immenses, très anciennes. Et ils étaient très sacrés, très respectés, voilà. Et là, on parle d'un sage qui était très connu dans toute l'Inde, qui avait un petit ermitage, un petit ashram dans un coin reculé de l'Inde. Et il y avait même des rois, des grands dignitaires qui venaient lui demander des conseils, etc. Et dans son petit ermitage, il avait un jeune disciple qui était là depuis quelques mois, mais qui était très curieux, qui était très vivant. Et à l'époque, en fait, c'était un peu mal vu d'être curieux, c'était mal vu, enfin, il fallait énormément respecter l'enseignant, le rapport du professeur à l'élève, c'était très très sacré, c'était très codifié. Mais un jour, ce jeune étudiant, il se retrouve avec son professeur, son maître, dans un contexte au coin du feu, en mode tranquille, il n'y a personne d'autre, et là il dit c'est le moment. Alors il lui pose la question qu'il a toujours rêvé de lui poser, et il lui demande, maître, je suis très curieux, je vais lui poser cette question. Qui était votre maître? Et là, il dit, est-ce que c'était, s'il avait fantasmé, bien sûr, il dit, est-ce que c'était un tel des Himalayas? Est-ce que c'était un tel du grand temple du sud de l'Inde? Et là, son maître, il regarde avec vraiment son maître et il fait, non. Mon premier maître, c'est un chien. Là, le disciple, il se déconstruit complètement. C'est une blague. Il blaguait. Non, je t'assure, mon premier maître, c'est la vérité. Mon premier maître, c'était un chien. Alors là, il se passe au niveau neurologique, le disciple pète un câble en fait. C'est pas possible, c'est pas possible. Toutes les lignées de grands maîtres, etc., pendant les millénaires, et mon maître, son maître, c'est un chien. Racontez-moi. Cool. Un jour, j'étais en pèlerinage. Et j'allais de village en village avec juste mon bâton et ma tenue de moine à l'époque. Je faisais l'aumône et je dépendais en fait de ce que du bon vouloir des personnes, de leur accueil, de leur chaleur humaine et des quelques vivres qu'ils pouvaient me transmettre. Et alors que j'étais justement en chemin d'un village à un autre, il avait beaucoup plu et les chemins étaient parsemés de flammes. Au loin, j'entends du bruit. Je continue mon chemin, je me rapproche, je vois une petite silhouette au loin, un bruit de plus en plus intense, et plus je me rapproche, je me rends compte, ce sont des aboiements, et quand je me rapproche encore plus, je vois que c'est un chien. Je vois que c'est un chien qui est très agressif, qui aboie, mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression qu'il est tout seul.
Donc je me demande contre quoi il aboie. Et quand je me rapproche un petit peu plus, je prends le risque de m'approcher, je vois qu'il aboie contre son propre reflet dans une flaque. Alors, je me mets à l'observer, j'étais curieux, puis j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Je me mets à l'observer pendant 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Et le chien, il est là sur ses pattes arrière, il est vigilant, il aboie, il tourne autour de la flaque, il tourne autour de son reflet, il aboie, il se rapproche, il se recule, il s'approche, il se recule. Il a l'air extrêmement agressif, il a l'air prêt à bondir, et au bout de 30 minutes, je le vois se placer sur ses pattes arrière. Il arrête de gesticuler pendant quelques secondes, en silence, et d'un seul coup, il saute sur la flaque, il la disperse, et il repart avec la queue battante. Ce chien a appris que toutes nos peurs ne sont qu'une illusion. Quand on leur fait face, elles disparaissent. Il est prouvé que seulement 8% de nos peurs sont réelles, sont face à un danger réel. C'est-à-dire que 92% de nos peurs ne sont qu'une illusion qui est projetée par votre esprit. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, on continue sur la confiance en soi. Il y a un facteur, vous avez vu un peu, vous avez suivi Will Smith qui commence à partager de plus en plus des vidéos de développement personnel. C'est intéressant, on peut regarder. Il a fait une vidéo qui m'a beaucoup marqué. Il dit You must fail and you must fail often. Vous devez échouer et vous devez échouer souvent. Je veux dire, vous devez échouer et vous devez échouer souvent. C'est vraiment fondamental ce point-là. Ça m'a beaucoup marqué. Il a expliqué que lui, ce qui a fait qu'il est arrivé là où il en est, c'est d'avoir beaucoup échoué, d'avoir beaucoup osé. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? Au niveau de notre psyché, on a énormément peur de rater, on a peur d'échouer. Derrière, il y a des peurs un peu du très fond de nos entrailles. Peur de mourir, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Voilà, si vous avez travaillé ça, vous nous invitez à faire une bonne thérapie, pour les voir comment on a besoin. Mais il y a des choses en nous qui font que ça dépasse un peu notre rationalité. Mais ce qu'on observe, je vous rappelle la petite histoire que je viens de vous raconter précédemment, c'est que si vous osez, vous passez pas d'un seul coup, votre peur, elle disparaît. Donc sortir de cette zone de confort. Et ensuite, répéter. Comme disait Will Smith, you must fail et you must fail often. Vous devez échouer souvent. Pour être bon dans un domaine, et là, bon, c'est la métaphore un peu classique, mais si vous voulez apprendre la guitare, comme moi, j'ai pratiqué la guitare. Au début, j'ai commencé à jouer, j'ai abandonné parce que ça me faisait tellement mal aux doigts. C'était horrible. Pratiquer les accords de base. Et au fur et à mesure du temps, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais j'ai carrément d'accord dans les doigts, tout simplement parce que j'ai pratiqué. Et maintenant, je peux tenir 2 heures en live à jouer de la guitare. Et ça va, parce que j'ai développé, mon système a développé une résistance, une compétence. C'est adapté pour endurer le jeu de la guitare. Répétez, ça va vous renforcer, ça vous permet de gagner confiance en vous. Alors, ça c'est le petit point que j'ai rajouté dans la conférence. Comme je faisais, enfin je ne l'ai pas dit, mais je fais aussi du coaching. Je fais du coaching en relooking pour les hommes. Et j'explique que quand on fait du relooking, c'est pas juste aider l'autre, la personne à avoir une bonne présentation, mais c'est l'intérieur et l'extérieur en fait sont liés. Déjà, la première chose que les gens voient, c'est votre apparence. Moi, ça me fait souvent rigoler quand on dit que l'apparence elle est superficielle. À un certain niveau, c'est vrai. Mais à un autre niveau, la première chose que les gens vont voir, c'est votre apparence. Vous allez juger là-dessus. La première impression, elle est fondamentale. Mais il n'y a pas que ça, il y a ce qui se dégage de vous. Ce qui traverse vos vêtements, ce qui traverse votre apparence. C'est ce qui se dégage de vous, c'est ce que moi j'appelle l'aura ou le charisme. Il y a 3 choses pour activer votre aura. Premier, c'est d'avoir ce qu'on appelle un haut niveau d'énergie. Comment avoir un haut niveau? Oui, je me suis couché tôt hier soir. Pour m'assurer d'avoir un suffisamment haut niveau d'énergie pour envoyer de l'énergie dans ma présentation, pour attirer votre attention et puis pour que vous puissiez en retirer le maximum. Si j'arrive et que je suis là, que j'ai un haut niveau d'énergie. Et comment avoir un haut niveau d'énergie?
c'est en travaillant sur tous les aspects de vie. Déjà avoir une vie plus ou moins saine. Quand je dis vie saine, c'est pas genre diète, pas de plaisir, pas de sucre, pas de rien, pas de rien. Vous voyez ce que je veux dire? Rien du tout, coucher à 20h, lever à 6h du matin. C'est trouver un équilibre qui est juste pour vous. Deux, c'est le sport. Alors attention, pas que le sport, c'est tous vos hobbies qui vous sortent de vos zones de confort. Ça peut être faire du théâtre. Si pour vous faire du théâtre, ça vous fait développer votre confiance en vous, ça vous fait sortir de vos zones de confort, faites-en, c'est génial. Si pour vous c'est faire de la musculation, détruire des fibres, aller dans votre courage, aller chercher quelque chose en vous, cette intensité, la douleur, et dépasser la douleur, très bien, ça va vous forger aussi. Si pour vous c'est faire du tango argentin, parce que c'est challengeant d'aller inviter les personnes à danser, et de guider la danse, etc., très bien. Tout ce qui vous permet de vous challenger, d'apprendre des capacités. Donc en fait, c'est plus que sport, c'est, j'ai envie de dire, hobby challengeant. Ensuite, alimentation. Alors une alimentation équilibrée, ça va vous permettre d'avoir un peu d'énergie. Je ne sais pas si vous savez, mais ce qui dépense le plus d'énergie, c'est la digestion. C'est notre plus grande dépense d'énergie, la digestion, numéro 1. Numéro 2, c'est la réflexion, c'est le travail du cérébral. Ensuite, la méditation. Je prends souvent l'exemple de James Bond parce que c'est un peu classique, tout le monde a vu James Bond. La particularité de James Bond, il est vraiment c'est un personnage qui est reconnu pour son charisme. Okay, le fait que quand il doit prendre un flingue et être dans l'action et faire quelque chose, il est extrêmement efficace. Mais aussi dans les moments sociaux, il a ce flegme et cette sérénité. En fait, un des trucs, c'est rigolo, un truc qui caractérise l'aura de James Bond, c'est son flegme. Observez, regardez dans les films. C'est ces moments où il est posé, où il répond avec cette sérénité. Ce que moi j'appelle la sérénité dans l'action. Pour ça, il y a une voie royale, c'est pratiquer la méditation. Mais il y a plein d'autres outils. Et marcher dans la nature, prendre l'air, peut-être faire du sport pour vous, ça vous apporte cette sérénité. Peut-être plein d'autres choses que je ne connais pas qui vous apportent cette sérénité. Mais de travailler la sérénité, croyez-moi, ça a un énorme impact sur l'aura, sur ce qui se dégage de vous. Ensuite, la respiration. On va faire un petit exercice juste après. La respiration, en fait, c'est notre source d'énergie numéro 1. C'est la plus vitale. Okay, vous pouvez tenir 30 jours sans manger. Vous pouvez tenir combien de temps sans dormir, à votre avis? 2 semaines sans dormir? Ouh. Combien de temps sans dormir? Vraiment, genre, aucun sommeil. Il y en a qui connaissent les chiffres? 72 heures. 72 heures. Il y avait pu avoir une étude, les Russes qui avaient dû torturer les types, et ils ne tenaient pas plus de 72 heures. 72 heures, vous êtes fous, on vous emmène à l'asile. Combien de temps vous pouvez tenir sans respirer? Là, honnêtement, à part ceux qui font de la natation ou qui ont un peu d'entraînement, vous allez tenir 1 minute. 1 minute, c'est tout. 1 minute et demie, peut-être, sur une grande capacité. Donc, la respiration, c'est notre source d'énergie numéro 1. Et enfin, bien sûr, la motivation, l'état d'esprit. Okay. Juste citez-moi quelques sources d'énergie pour vous dans votre quotidien, des choses qui vous donnent la patate, qui vous donnent l'énergie, allez-y. La musique, quoi d'autre? La famille, les gens qu'on aime, ça vous donne de l'énergie, quoi d'autre? Le sommeil, si, à base. La météo, quand il fait beau, le soleil, ça me fait du bien, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans votre parcours, dans votre chemin, au quotidien? Manger, à la base. Quoi d'autre? L'eau, boire de l'eau, c'est connecté à l'alimentation. Quoi d'autre? Oui. Oui, quand tu t'habilles, tu veux dire, quand tu es sûr de toi, quand tu es bien dans ce que tu portes, ça te donne de l'énergie. Oui, c'est vrai. Quoi d'autre? En une bonne douche, ça donne de l'énergie. Alors, si elle est très très chaude, etc., puis du coup, si on fait un zombie, je sais pas si ça donne de l'énergie, mais on dit que la douche froide donne de l'énergie. Bon, il y a plein de sources d'énergie. Okay, en fait, il y a 4 grandes sources d'énergie, je vous les dis rapidement. Numéro 1, alimentation. Numéro 2, sommeil. Numéro 3, un état d'esprit paisible, je peux dire. Tout ce que vous avez dit là, la musique, genre les gens que vous aimez, vous habiller, vous sentir bien dans ce que vous portez, tout ça, ça vous amène à un état d'esprit joyeux et paisible. Ça, c'est une source d'énergie. Et quelque chose qui vous amène directement à cet état-là, c'est la méditation. Et enfin, la dernière source d'énergie, et la plus vitale, c'est la respiration. Donc si vous travaillez sur tous ces niveaux, vous allez avoir un meilleur niveau d'énergie. Ensuite, c'est qu'il y a
Et là, c'est le niveau de votre potentiel, ok, mais il y a un truc qui joue énormément sur ce potentiel-là, c'est tout votre parcours, tous vos traumas, les choses difficiles que vous avez vécues, comment vous êtes construit depuis l'enfance, ce que j'appelle moi les nœuds de la confiance en soi. On a tous des blocages, des limitations, des limitations. Okay. Pour ça, vous devez faire un travail sur vous, de connaître qu'est-ce que vous avez vécu qui vous bloque. Alors, il y a différentes manières de faire ça. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la thérapie, c'est quand même une voie royale pour ça. De bien connaître, mais c'est quoi qui me... Pourquoi quand je donne une présentation à l'oral, qu'est-ce qui se passe? Je perds mes moyens, je perds mes mots, j'ai un blanc, je commence à trembler un petit peu, ou expérience personnelle qui a été moi j'étais un grand timide, c'est pour ça que j'ai donné les conférences de la confiance en soi. Parce que j'étais un grand timide, c'était un énorme blocage dans ma vie. Moi, aller parler avec une fille qui me plaisait, c'était monter ou moins effacer. En faisant un travail sur moi, j'ai compris que ça venait tout simplement de choses de mon passé. Et en ayant conscience de pourquoi il y avait un blocage en moi, j'ai eu plus de force pour dépasser ça. Donc, connaissance de soi, numéro 2. Et numéro 3, fail, learn, repeat. Échoue, apprends, répète. Échoue, apprends, répète. Échoue, apprends, répète. C'est comme un processus, c'est comme une formule magique pour construire votre confiance en vous. Ayez pas peur d'échouer. Quand vous allez échouer, vous allez apprendre et vous allez améliorer. Une fois que vous aurez échoué, vous aurez appris, vous aurez amélioré. Vous répétez et vous allez gagner en expertise. Vous allez gagner en puissance. Et votre oral va se développer. Ça vous a parlé, là, ce qu'on a évoqué sur la convention? C'est théorique tout ça. Hein. Mais c'est aussi du domaine de la motivation. C'est de... Parfois, il suffit de quelques mots pour se dire, putain, c'est vrai en fait. J'ai envie de développer ça en moi. J'ai envie de prendre des challenges. Et parfois, c'est juste dire, putain, c'est vrai la répétition. Peut-être qu'il faut aller me mettre à faire un cours de théâtre pour apprendre pour une présentation, je serai beaucoup plus efficace. Parfois, il suffit d'un petit déclic. Une petite action qui, dans votre vie, va avoir un énorme impact. C'est comme moi qui ai osé ce petit pas à la rue de Marseille, là, quelques centaines de mètres d'ici, qui a lancé ma carrière, en fait, derrière. C'est ce moment où j'ai osé. Et j'espère que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être une, deux personnes, ou peut-être plus, ça a pu déclencher, faire un petit déclic. Que demain, après-demain, et dans la semaine qui va suivre, vous allez oser faire quelque chose que vous n'avez pas encore osé. Si vous avez des questions ou quoi au test, vous me retrouvez sur Instagram ou par mail. N'hésitez pas à m'envoyer, je vous répondrai.